Bonsoir. Mes collègues et moi, nous sommes très heureux de participer à ce débat qui est honoré par la présence de Madame Monique Cantos-Berber. Je rappelle que notre invitée est actuellement directrice de recherche au CNRS et qu'elle a dirigé l'École normale supérieure. Ces travaux portent notamment sur la philosophie grecque et la philosophie morale. Vous avez d'ailleurs créé la collection Philosophie morale aux presses universitaires de France. Vous avez dirigé le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale. Vous êtes une spécialiste du libéralisme. Vous avez publié plusieurs ouvrages fondateurs. Et donc, nous vous remercions pour avoir accepté cette invitation. C'est un grand honneur. Je me réjouis de la présence à cet événement de Cristian Iftode, professeur à l'Université de Bucarest, directeur du département de philosophie pratique et d'histoire de la philosophie de l'Université de Bucarest. Vous êtes aussi spécialisé dans la philosophie grecque, l'éthique, l'esthétique. Et si je ne me trompe pas, votre dernier livre vient d'être publié récemment à la maison d'édition Trey, une introduction en éthique. La vie bonne. Voilà. Alors, le privilège de modérer ce débat entre nos deux invités sur le thème de la liberté d'expression est d'autant plus grand, sachant que le livre « Sauver la liberté d'expression » que vous avez publié récemment, en fait, ce livre a été publié il y a quelques mois chez Albin Michel. Et en fait, c'est un livre qui a suscité un immense intérêt dans le milieu universitaire français et en général dans l'espace public français. Et donc, nous remercions à l'Institut français également pour avoir organisé ce débat en Roumanie quelques mois après la parution de cet ouvrage qui, voilà, déjà, c'est un ouvrage qui a généré des débats vraiment très riches en France et j'en suis sûre dans d'autres pays aussi. En tout cas, ça va être un livre vraiment très débattu. Alors, je vous propose de commencer notre débat avec un constat mis en lumière, en fait, tout au long de votre livre. La liberté d'expression, considérée une valeur fondamentale dans une société libre, est devenue, s'est transformée dans un objet de pouvoir. Voilà. Et jusqu'au point où, en fait, je vous cite, la liberté d'expression est devenue en elle-même un problème. N'importe qui peut s'exprimer, d'une part. D'autre part, on assiste à des nouveaux modes de contrôle de la parole publique, nouvelles pratiques de censure. Et ce qui me semble révélateur est qu'on assiste à ces tendances dans un contexte où on célèbre la démocratisation de l'accès à la parole, considérée en fait une condition essentielle de la liberté d'expression. Donc, comment vous expliquez ces tendances contradictoires? D'une part, comme vous dites, une parole libérée, d'autre part, en même temps, en fait, une parole menacée. Et comme ça, je m'adresse à deux, bien sûr. Bonjour à tous. D'abord, laissez-moi vous dire à quel point je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous ce soir et de découvrir le monde universitaire roumain que je connais par plusieurs de ces chercheurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'entrer dans un lieu de culture aussi prestigieux que celui où nous nous trouvons et je voudrais remercier
professeur là, qui avait, enfin, pour l'organisation de cette discussion. Alors, venons-en au sujet, la liberté d'expression. Il est vrai que l'idée de ce livre, pardonnez-moi de remonter un peu en arrière, si je puis dire, l'idée de ce livre est venue de la chose suivante. La liberté d'expression est d'abord assez difficile à définir. Beaucoup de personnes tendent à considérer que la liberté d'expression, c'est un peu la même chose que la liberté d'opinion, qui est un peu la même chose que la liberté de conscience. J'essaie de montrer dans mon livre, et ça c'était une des premières raisons que je souhaitais mettre en avant, une des premières thèses que je souhaitais mettre en avant, et que, au fond, ce que nous appelons aujourd'hui liberté d'expression, c'est-à-dire la capacité de donner son avis, de pouvoir utiliser des termes qui nous semblent appropriés, sans que dans des limites qui sont définies par la loi, en tout cas dans tous les pays libéraux, eh bien, cette liberté d'expression était une sorte de création composite, si je puis dire, c'est-à-dire formée de plusieurs éléments différents. Le premier élément, d'une certaine manière, le plus ancien, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, au moment où on a commencé à reconnaître la valeur morale de la liberté de conscience, se limitait aux opinions religieuses. À la fin du XVIIe siècle, au terme des guerres de religion qui ont dévasté l'Europe entière pendant plusieurs décennies, la valeur morale de la conviction religieuse, et j'ajouterai l'obligation morale d'en tolérer l'expression, ont été reconnus, du moins sur le plan philosophique. Il y a eu bien sûr encore des persécutions religieuses au XVIIIe siècle, mais l'œuvre de Locke d'abord et surtout l'œuvre de Pierre Bell, du philosophe Pierre Bell, à la fin du XVIIe siècle, ont clairement établi que l'expression de la conviction religieuse, que l'on soit catholique, que l'on soit protestant ou que l'on soit anglican ou réformé, puisque ces débats concernaient essentiellement le christianisme, donc que cette expression, la conviction religieuse, avait une valeur morale, mais que, par ailleurs, et c'est le correspondant qu'il faut toujours avoir en tête, il y avait une obligation morale aussi de tolérer l'expression de cette conviction religieuse. Donc ça, c'est le fondement fondamental. Au fond, ce qui donne toute sa valeur morale à la liberté d'expression. Mais comme je viens de le rappeler, à l'époque où cela a été établi, ça ne concernait que les opinions religieuses et accessoirement les opinions morales. Ça ne concernait absolument pas toutes les opinions. Et pas encore les opinions politiques et certainement pas les opinions qui font, les expressions qui font toute la matière de la communication humaine et des interactions humaines au sein de la société. Une autre étape importante a été, d'une certaine manière, l'établissement des régimes démocratiques qui s'est fait progressivement à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui a donné en quelque sorte un statut véritable à la liberté politique. C'est-à-dire que depuis la fin du XVIIIe siècle, dans des pays démocratiques et libéraux, en tout cas, la liberté politique est considérée d'une certaine manière comme allant de soi, puisque la souveraineté, le gouvernement représente le peuple a la liberté de ce fait de critiquer le gouvernement qui le représente. Du moins, c'est ainsi que ça doit être. Je ne veux pas dire que c'est toujours ainsi, mais c'est ainsi que ça doit être. Donc la liberté politique, c'est un peu différent de la liberté de conscience, comme vous le voyez. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Il y a des fondements différents. Mais on a tendance aujourd'hui, et d'ailleurs c'est inévitable, à associer les deux notions. Alors, quand je vous dis la liberté de conscience à la fin du XVIIe siècle, la liberté politique au XVIIIe siècle, je ne veux évidemment pas dire qu'avant, il n'y avait pas du tout de liberté d'expression. Bien sûr, la liberté d'expression existe depuis la Grèce antique. Pour avoir l'occasion d'en parler avec mon collègue, puisque nous sommes tous deux... Enfin, moi, j'ai été d'abord spécialiste de la Grèce ancienne, aussi de la philosophie grecque, mais vous êtes resté plus attaché à cette discipline que plus longtemps pas que forcément, moi. Pas forcément. Il y a 10 ans que oui, j'ai fini mes travaux sur Aristote. À peu près le même parcours. Oui.
Bien sûr qu'il y avait des formes de liberté d'expression depuis le 5e siècle, avant l'ère chrétienne, depuis la démocratie grecque. À cette fameuse franchise paressia, c'est-à-dire cette obligation de critiquer, qui était au cœur de la démocratie grecque. Et puis au XVIe siècle, au Moyen Âge, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, il y a bien sûr eu des formes de liberté d'expression. Mais ce n'était pas du tout la liberté d'expression au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais tout ce détour historique, pour bien faire comprendre ce cadre spécifique de notre concept moderne de liberté d'expression. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la liberté d'expression était en fait une juxtaposition d'autorisation de parler, de droit de critique, qui était accordée à certains groupes sociaux, à certaines institutions politiques, dans des contextes particuliers, qui souvent avaient été conquis de haute lutte. C'est pourquoi je cite souvent l'expression de Raymond Aron dans son essai sur les libertés, Raymond Aron, grand philosophe politique français, qui insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas de liberté au singulier. La liberté établie, la liberté de parler établie comme un droit de l'homme avec la Déclaration des droits de l'homme, mais il s'agissait de liberté au pluriel, c'est-à-dire des franchises de parole, des garanties de parole protégées dans des secteurs différents. Et vous voyez bien que d'un point de vue conceptuel, il y a une différence entre le concept universel de liberté de parler, reconnu comme un droit général, d'un côté, ce qui est acquis à la fin du XVIIIe siècle, et puis par ailleurs, ces autorisations de parole qui étaient tout à fait protégées, hein, que ce soit les remontrances du Parlement, que ce soit certains articles du Bill of Rights anglais, c'était tout à fait protégé, mais dans des secteurs particuliers, pour des groupes de personnes particuliers. Il n'y avait pas du tout cette ambition universelle de la liberté d'expression. Alors voilà, notre concept moderne de liberté d'expression vient de là. Mais il vient de là d'une drôle de façon, parce que la liberté d'expression a été reconnue comme dotée d'une valeur morale. L'obligation de tolérer est devenue une obligation morale pour des opinions d'un certain type, religieuses, morales, ensuite politiques, mais absolument pas pour toutes les opinions. Or, la généralisation de la liberté d'expression qui s'est progressivement étendue à toutes les opinions, d'une certaine manière, s'est établie sur des fondements un peu bancals, qui avaient été prévus, qui étaient des fondements inadaptés, je veux dire, qui avaient un sens par rapport à la liberté de conscience. Il s'agissait d'un contexte théologique qui ne vaut plus du tout pour la liberté d'expression d'aujourd'hui. Et ce concept déjà un peu bancal de liberté d'expression, ce concept moderne un peu bancal, aujourd'hui est confronté à une situation radicalement nouvelle. Vous en avez rappelé les principaux éléments. D'abord, l'accès général à la parole. Tout le monde peut s'exprimer, mais non, tout le monde a toujours pu s'exprimer d'une certaine façon. Mais là, tout le monde peut être entendu par tout le monde. C'est ça qui est tout à fait différent. Il suffit de dire quelque chose sur les réseaux sociaux pour avoir potentiellement la capacité d'atteindre des auditeurs dont on n'a même pas, dont on ne sait même pas qu'ils existent. Chacun a la possibilité aussi de relayer des messages. Bref, un accès à la parole qui est tout à fait universel, une horizontalité totale. Or, quand les règles de la liberté d'expression, les règles de fonctionnement de la liberté d'expression dans la société moderne, c'est-à-dire un droit de parler limité par un certain nombre de choses, alors les circonstances où la liberté d'expression est limitée, c'est bien sûr les discours de haine, ce qu'on appelle les discours de haine, c'est-à-dire des discours violents à l'égard d'un certain nombre de personnes, les injures, les diffamations. Bref, tout ce que on appelait au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, quand la conception moderne de la liberté d'expression et de ses limites a été véritablement établie philosophiquement, ce qu'on appelait toutes les formes de parole qui font du mal à autrui. Ou qui détruisent le corps social. Ces formes de parole-là, bien, si elles sont prononcées, si elles sont tenues, elles doivent être sanctionnées. Donc ça, c'est le cadre classique libéral de la liberté d'expression sur lequel nous vivons encore aujourd'hui et que John Stuart Mill, philosophe anglais du de deuxième moitié du XIXe siècle, a parfaitement analysé. Or, à l'époque où notre concept moderne de liberté d'expression et de ses limites a été forgé,
évidemment, la situation était très différente de ce qu'elle a aujourd'hui. Je viens de rappeler que tout le monde a accès à la parole aujourd'hui et tout le monde peut diffuser des messages. Mais ce n'était absolument pas le cas au milieu du 19e siècle, vous pouvez l'imaginer. Très peu de personnes avaient accès à la parole publique. Et toutes ces personnes partageaient les mêmes codes de langage, les mêmes références culturelles. Depuis au 19e siècle, il n'était pas du tout question d'identité. Lorsqu'on se disputait donc avec ces éléments de langage fondamentalement communs, les affrontements étaient très violents, mais c'est essentiellement des affrontements d'arguments. Or, aujourd'hui, ce qui rend difficile la liberté d'expression, difficile à réguler, c'est que les affrontements ne sont pas simplement des affrontements d'arguments. Ce sont aussi des affrontements d'identité, de demandes de reconnaissance. Or, on ne discute pas des demandes de reconnaissance comme on discute des arguments. Un argument, l'idéal, c'est qu'on puisse soit le réfuter, soit le perfectionner, bref, qu'on puisse arriver à un accord. Sur les questions d'identité, il s'agit de choses un peu différentes. Donc, notre concept classique de la liberté d'expression s'est trouvé transporté dans un milieu, dans une condition culturelle, celle que nous connaissons aujourd'hui, où tout un chacun peut donner un impact et une diffusion colossale à sa parole, ou la question des idées, ou dans des sociétés multiculturelles, qui est quand même la marque des sociétés modernes, de nos sociétés, les questions d'identité, d'appartenance, de reconnaissance sont devenues tout à fait importantes. Donc, où des moyens techniques considérables permettent de diffuser les propos, bref, et d'autres éléments dans un milieu où, dans une condition culturelle et sociale où, évidemment, les règles classiques de la liberté d'expression et de ses limites sont mises en porte-à-faux. Elles sont confrontées à une situation difficile. Et le meilleur signe, à mon sens, et c'est d'une certaine façon la thèse de mon livre, et je réponds à votre question pour finir après ce long préambule, eh bien, le meilleur signe de l'inadaptation de ce concept de liberté d'expression, encore une fois forgé à un moment, forgé conceptuellement à un moment très différent culturellement et socialement de celui que nous vivons aujourd'hui, eh bien, la première marque de cette inadaptation est les deux pathologies, les deux dysfonctionnements qui caractérisent aujourd'hui la parole publique. Alors, c'est particulièrement marqué en France, mais ça existe aussi d'une certaine façon aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans beaucoup d'autres pays, ça existe en Allemagne. Je ne sais pas jusqu'à quel degré ça existe en Roumanie, mais je serais très heureuse d'en savoir davantage là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des choses dont vous avez probablement, même très certainement entendu parler. Donc, ce dysfonctionnement se révèle par deux pathologies. D'une part, une pathologie de ce que j'ai appelé la parole libérée. C'est une manière assez classique, c'est-à-dire de désigner ce phénomène, la revendication d'une parole sans tabou, qui d'une certaine façon, veut renouer avec une sorte d'interprétation absolue, sans limite de la liberté d'expression, et qui considère que toutes les limites apportées à la liberté d'expression sont des limites injustifiées. Et puis par ailleurs, tout à fait à l'opposé, des formes de censure venant essentiellement de groupes très militants, très marqués générationnellement en général, qui cherchent à contrôler la parole publique. Ça se manifeste en particulier dans les universités, alors à l'aide des réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux donnent à ça une force de frappe, si je puis dire, colossale. Ça se manifeste dans les universités avec la pratique de ce qu'on appelle les désinvitations. C'est-à-dire, certains invitent une personne et puis d'autres considèrent que cette personne n'a pas le droit de parler. Ce que cette personne va dire n'est absolument pas contraire à la loi. Mais le problème n'est plus la question des limites définies par la loi. Le problème devient la question des limites de ce qu'on a le droit de dire, qui sont définies par des groupes très activistes. Donc, des formes de censure. Bon, vous avez tous, je pense, entendu déjà l'expression de cancel culture, qui désigne cet ensemble de manifestations. Bref, de l'autre côté, du côté opposé à celui de la parole libérée, si je puis, pour lancer la discussion, présenter les choses de manière un peu simplifiée,
de l'autre côté, on a affaire d'une certaine manière à la même ambition de contrôle de la parole publique. C'est-à-dire les activistes qui disent non, toi tu n'as pas le droit de parler, en tout cas tu n'as pas le droit de parler dans l'université. Si tu fais ou un humoriste, un dessinateur qui fait un dessin qui est considéré comme non admissible alors qu'il n'a rien de pénalement ou de légalement punissable, eh bien les réseaux sociaux s'enflamment et dans la plupart des cas, les responsables de journaux retirent le dessin ou retirent l'article. Donc il s'agit en fait de faire une sorte de police de la parole, une sorte de censure qui va au-delà, bien au-delà de ce que la loi punit. Donc une volonté de contrôle de la parole publique, de décider, au fond c'est une forme de privatisation de la liberté d'expression. Ce n'est pas la loi qui décide ce qui sera puni en fonction de critères que tout le monde connaît, qui sont définis pour tout le monde, qui sont les mêmes pour tout le monde. Mais ce sont des groupes activistes qui décident au cas par cas ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a le droit de pas dire, et ce qu'on n'a pas le droit de dire et ce qu'il faut taire. Donc c'est un contrôle incontesté, une volonté de contrôle, en tout cas sur la parole publique. Puis de l'autre côté, la parole libérée, dans ses formes extrêmes, c'est aussi une volonté de contrôle sur la parole publique. C'est-à-dire il voudrait qu'on dire on peut tout dire. Ça veut dire, si vous n'êtes pas content, taisez-vous aussi, d'une certaine manière. C'est dans les deux côtés, des deux côtés, et c'est pour ça que vous parliez de politique, c'est une manière de rechercher une forme d'hégémonie sur la parole publique. Voilà la pathologie actuelle de la liberté d'expression qui me paraît en partie avoir été rendue possible par cette difficulté de concept et d'histoire dans la généalogie, la difficulté dans la généalogie du concept de liberté d'expression que j'ai essayé de rappeler. Oui, merci. Est-ce que, concernant en fait cette généalogie du concept, est-ce que vous voulez ajouter quelques éléments juste afin de lier cette généalogie avec le concept, les pathologies actuelles en fait question d'ajouter. En vérité, on a une chance d'avoir ici un roman. Si on sait en profiter, ça c'est une autre chose. Une grande philosophe, une grande intellectuelle française qui vient de publier un livre brillamment écrit et extrêmement courageux dans ce contexte. Comme vous avez entendu, Monique Cantos-Berber, il s'agit de ce nouvelle menace pour la liberté d'expression, gravitant entre ces deux extrêmes. Cette parésia à la limite du racisme, du antisémitisme, spécialement dans les réseaux sociaux, après le tournant numérique. D'un autre part, ces nouvelles formes de censure, vous parlez de la privatisation, de la censure s'exerçant au nom de la rectitude politique, de la PC, Politically Correctness. Je voudrais vous poser une question un peu provoquant et un peu la contextualiser. Vous avez écrit un chapitre, le premier chapitre, après l'introduction, adressant précisément cet espace de l'université qui était l'espace privilégié pour la liberté d'expression, et vous avez le courage de dire, comme un parisiaste, que depuis une vingtaine d'années, en Occident, quelque chose s'est passé qui est vraiment difficile de peser, de comprendre. Donc c'est un destin paradoxal. Vous disiez la liberté d'expression. Ce qui était, je veux vous citer, ce qui était le lieu même de la libre recherche est devenu la chasse gardée d'une censure redoutable. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les universités de l'Occident? Comment on peut évaluer ça? Vous avez fait vous-même l'objet, il y a des années, d'une pétition d'intellectuels du monde entier après une décision comme directrice de l'école normale. Vous avez aussi enseigné à Stanford. Mais quand même, croyez-vous qu'il aurait été possible de publier ce livre à ce moment précis, dans ce système d'actualité, comme universitaire américaine aux États-Unis? Non. Et je vous demande ça en me souvenant une chose que j'en suis sûr que vous le connaissez. En 2018, oui, Jeff McMahon, Peter Singer et Francisca Minerva, donc trois éthiciens éminents,
Et j'ai eu la chance, j'étais à Oxford quand, à une table ronde, Jeff a expliqué, bon c'était une table privée, donc les mots qu'il a employés ne peuvent pas être reproduits ici, a expliqué la raison, parce que c'est son idée. Pardon, l'anglais. Ce Journal of Controversial Ideas, il s'agit de cette chose simple et si inquiétante en même temps. Non, donc, sous la protection de l'anonymat des universitaires, spécialement du monde anglo-saxon, mais pas forcément, non, comme Francesca Minel, qui a été, non, est encore un sujet de menaces à vie et tout ça après un article scientifique. Non. Donc, sous la protection de l'anonymat, à l'âge de politique identitaire et tout ça, poursuivre jusqu'au bout les arguments en bioéthique, non, ou n'importe quel autre domaine qui puisse naître des controverses idéologiques acharnées. Donc, comment évaluer ce qui se passe dans ce contexte avec ce genre de réaction où des philosophes, non, les gens qui témoignent d'un souci de la vérité, prendre au sérieux cette idée de crise sous la protection d'anonymat pour mettre jusqu'au bout les arguments. Vous posez une question essentielle, en effet. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si vous avez vu la couverture de mon livre. Je montre au public. C'est une couverture que j'ai reprise de la revue The Economist, qui était parue il y a 6 ou 7 ans, un numéro sans couverture, et je l'ai un petit peu arrangé. J'ai essayé d'effacer quand même le caractère trop masculin du visage. Enfin, voyez-vous, c'est à ça que vous vous référez d'une certaine manière. Au fond, pourquoi ont-ils eu recours à l'anonymat? Parce que sinon, d'une certaine manière, ils se condamnaient à être des cibles. Ben oui. Parce que cancel culture agit aussi dans le milieu intellectuel. Elle agit dans les milieux intellectuels et c'est ça le paradoxe fondamental. Alors, en effet, dans le premier chapitre de mon livre, comme vous l'avez rappelé, est consacré à l'université. Et je trouvais intéressant d'approfondir cet apparent paradoxe. Pourquoi l'université, qui est le lieu où prévaut la règle du débat contradictoire, de l'argument, de la réfutation, où d'une certaine manière tout peut être dit, enfin qui est dans le cadre de ce que la loi permet, toutes les opinions peuvent être avancées à condition de s'exposer à la réfutation, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire voici mon opinion et j'ai raison. Une opinion est recevable et audible si elle accepte la discussion. Hein. C'est ça la règle d'or de l'université. Nul n'entre ici, pour paraphraser la formule de l'Académie, nul n'entre ici s'il n'accepte d'être réfuté. Donc l'université, c'est par essence le lieu où la recherche se fait, où toutes les opinions, même les plus hérétiques, les plus surprenantes, peuvent être traitées, soumises à discussion, et où il existe une communauté, dans l'idéal du moins, que depuis la création de l'université moderne à la fin du XVIIIe siècle, bon, depuis la création de l'université Humboldt, puisqu'on a tendance à avoir en l'université Humboldt à Berlin la première grande université moderne de recherche. Ce qui compte, c'est la force des arguments qu'on avance, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on appartienne à telle communauté ou à telle autre. Ça ne fait pas de différence. Et l'université américaine a été véritablement un lieu très puissant d'affirmation de cette valeur de l'université. Dans mon livre, je cite un long discours d'une personnalité remarquable, le chancelier Hitchens, qui dit « L'université est faite pour effacer tous les particularismes ». Alors évidemment, c'était un idéal qui n'était pas encore complètement entré dans la réalité, puisque je vous rappelle que jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, certaines universités américaines pratiquaient des quotas d'admission
en fonction de la communauté d'où venaient les étudiants. Hein, donc le grand idéal. Mais enfin, Numerus clausus. Exactement. Mais une fois qu'on était à l'université, on était censé ne plus tenir compte de ça. Et d'une certaine manière, au moment après la lutte des droits civiques, lorsque les minorités ont été admises, lorsqu'elles ont même bénéficié aux États-Unis toujours de politiques de affirmative action, la première génération d'étudiants issus de ces communautés, d'une certaine manière, a joué le jeu, ils ont fait comme s'ils étaient comme les autres. Mais évidemment, ils n'étaient pas comme les autres, parce que les préjugés raciaux, on ne peut pas être malheureusement trop angélique, même si la règle est la règle de l'égalité, il est certain que les préjugés raciaux, les préjugés sociaux persistent. D'où, évidemment, dans les années 90, quand la réflexion sur les identités s'est déployée un peu partout dans le monde, ces étudiants ont pris conscience qu'en en se comportant comme s'ils étaient comme les autres, ils se rendaient invisibles au fond. Ils niaient ce qu'ils étaient profondément. Et ça a nourri des revendications identitaristes qui, peu à peu, alors elles auraient pu, c'est ma conviction, elles auraient pu être intégrées dans l'idéal universitaire, mais elles ont été la source de fragmentation et d'un particularisme. C'est le thème du roman de Philippe Roth, Human State. Oui, absolument. Mais Philippe Roth l'avait remarqué très tôt. Mais malheureusement, maintenant, c'est devenu... il l'avait remarqué comme une pathologie, comme des choses qui arrivaient ici et là. Mais maintenant, c'est devenu la norme. C'est ça le problème. Et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'en face, on n'ose plus dire non. Et pour de bonnes raisons. Parce que si on dit non, dans 3 cas sur 4, on se retrouve exclu de l'université. Donc, d'une certaine manière, mon livre, d'une certaine façon, appelle à la résistance. C'est un travail de reconquête. Il ne s'agit pas du tout d'être hostile ou de refuser que ces personnes expriment leurs opinions. Le plus souvent, ceux qui mettent en avant la cancel culture, le souci des identités, le souci du genre, etc., s'expriment au nom de valeurs qui sont extrêmement importantes et qui marquent vraiment notre modernité, qui sont les valeurs progressistes. Mais ce qui est difficile à admettre, c'est qu'ils donnent à ces valeurs une interprétation extrêmement dogmatique, comme s'ils étaient les seuls à définir la juste compréhension et la juste interprétation de ces valeurs. Alors que ces valeurs, eh bien, elles sont largement partagées, du moins je l'espère, dans la plupart des pays libéraux démocratiques. Mais il est évident que chacun en donne une interprétation avec des nuances. Et il doit y avoir une possibilité de vivre ensemble en acceptant ces évaluations distinctes. Or là, on arrive à un militantisme d'interprétation dogmatique, unilatérale et très militante, qui pour l'instant, il faut le reconnaître, on bénéficie d'un rapport de force très favorable qui fait qu'en face, il y a très peu de résistance. Justement, en fait, dans votre livre, en fait, il y a un aspect sur lequel vous revenez constamment, la parole, le discours transgressif, c'est-à-dire un discours qui est provocateur, qui ne reproduit pas les canons, etc. Et donc, on assiste à une sorte de polarisation entre ceux qui, en fait, surveillent les discours, les potentiels effets d'un discours afin de ne pas blesser la sensibilité de l'autre, et ceux qui déplorent le fait que chaque discours transgressif est assimilé à une agression. On considère que chaque discours qui est provocateur, qui ne respecte pas le contrat de communication, etc., est en fait une agression. Et donc, comment vous utilisez en fait dans ce cas-là le concept de limite? Je me pose la question, est-ce qu'on peut dire, comme vous avez dit, est-ce qu'on peut dire tout, hein? La loi d'abord définit ses limites, hein, et caractérise ce qui relève de l'injure, ce qui relève de la diffamation. Et la loi, en tout cas en France, et je pense que c'est la même chose en Roumanie, aggrave les peines lorsque ces injures et ces diffamations ont un motif racial, religieux,
Oui. est lié au sexe. Bon. Mais la question que je vous posez est très importante. On peut tout dire sauf ce qui fait mal à autrui, mais qui évalue le mal? Voilà. Alors voilà, c'est ça. Parce que si c'est la personne à laquelle on s'adresse, elle peut avoir une définition extrêmement extensive du mal. Tout ce qu'elle ressent, une gêne, un inconfort ou le sentiment d'être humiliée et détruite, sera considéré comme un mal. Oui, oui. Alors il est hors de question de laisser prospérer des expressions qui causent du mal à autrui, qui veulent le détruire, qui veulent en quelque sorte l'exclure de la communauté sociale, le dévaloriser. Mais faut-il interdire des expressions qui sont déstabilisatrices, un peu choquantes, ou qui simplement sont différentes de ce que les personnes pensent. L'interdiction préventive, qu'est-ce que vous appelez? Oui, voilà. Parce que certains considèrent qu'il n'y a que ce qu'ils pensent, eux, qui doit être dit. Ceux qui pensent différemment, il faut les faire taire. Même si on aurait du mal à établir quel mal leur propos peut faire. Le philosophe américain Jeremy Waldron, que je cite dans mon livre, travaille sur cette distinction entre ce qu'il a dignitary harm and intellectual harm. C'est-à-dire le mal fait à la dignité, qui est censé détruire un être humain dans son humanité même, et le mal fait à l'intellect, qui va choquer vos convictions, qui va aller contre vos croyances. Le mal fait à la dignité est inadmissible. L'usage de la parole ne doit pas permettre de détruire des individus, en tout cas de les dévaloriser au point que... Alors j'expliquerai pourquoi je pense que c'est inadmissible, au-delà du fait que la loi l'interdit. Je pense que c'est inadmissible tout simplement parce que le but de ces discours est d'empêcher l'autre de répondre. Quand un discours, et c'est particulièrement le cas des injures et des injures raciales qui ont été très étudiées depuis une vingtaine d'années par les philosophes du langage, le but d'une injure raciale, c'est de rendre l'autre speechless, c'est-à-dire sans capacité de réplique. Et quoi qu'il dise, ça ne sera plus reconnu comme une réplique. Parce que tout simplement, il n'est plus du tout en état de dire quoi que ce soit, il n'est plus un sujet locuteur. Ouais. Donc, à mon avis, c'est la raison philosophique fondamentale pour laquelle tous les systèmes juridiques se rejoignent sur l'aggravation des peines en matière d'injure raciale. Mais donc, d'une certaine façon, ce sont des usages de la parole qui détruisent la liberté de parler et le sens même de la parole. Et qu'elle soit pénalisée, est une chose acceptable. En revanche, vous êtes persuadé que, par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, qu'il faut élever les enfants de cette façon-là, et puis quelqu'un a une autre idée et vous dit non, je les élève autrement, ou vous avez une conviction esthétique, et puis quelqu'un d'autre dit quelque chose d'autre, ou bien vous pensez que les femmes peuvent faire telle ou telle chose, et puis quelqu'un d'autre pense qu'elles devraient faire plutôt telle ou telle chose. Enfin bref, tout ce qui fait la banalité et l'ordinaire de la conversation humaine. Il y a des personnes qui estiment que d'autres n'ont pas le droit, tout simplement, d'exprimer des opinions divergentes des leurs. Or, ça, c'est une chose pour laquelle il ne faut montrer aucune tolérance. S'il n'y a pas une diversité suffisante d'opinions qui alimente le débat public, l'usage de la parole consistera à être d'accord avec soi-même, ce qui n'est pas du tout une chose souhaitable. Enfin, il vaut mieux être d'accord avec soi-même, mais considérer qu'on ne veut discuter qu'avec les gens qui sont d'accord avec soi, c'est un appauvrissement du sens même de l'échange humain et de l'interaction humaine. Donc oui, pour sanctionner les abus de la parole qui ont trait au mal fait à la dignité, mais pas au mal fait intellectuel, pas au mal fait à l'intellect. En la transgression, c'est ça. D'accord. Oui. Dans ce livre, Monique Cantos-Ferber donne une lecture
de ces upgrades, hein, actualisés à l'essai classique de John Stuart Mill on Liberty, spécialement à ce principe du tort causé à autrui dans ce contexte de la liberté d'expression. Et comme on sait, John Stuart, pour Mill, la liberté d'expression était une condition de possibilité pour la liberté de penser même, finalement, précisément par cette raison que la diversité est une chose bonne en soi. Donc, ça, c'est un pilier du libéralisme classique. Donc, si on, et ça, c'est le défi des boules épistémiques et des chambres d'écho dans le monde numérique. Si on s'habitue seulement à se faire entendre les échos de propres pensées, propres idées, croyances et tout ça, il semble raisonnable de poser ce diagnostic que le progrès et ton propre développement personnel, pour utiliser une expression à la mode, sera sérieusement affecté par ça. Mais dans ce contexte, il est vrai... J'ai trouvé extrêmement intéressant ce détour par la théorie austinienne des SpeechX pour adresser ce problème. Donc, ce concept que vous employez de silence illocutoire, ça me semble extrêmement intéressant pour juger des cas sensibles. Parce que ça, c'est le problème. C'est poreux, non seulement entre privé et public à nos jours, mais aussi entre ces espèces de situations léser les sensibilités d'une personne, d'une minorité et faire un tort, nuire. Il y a des cas où il est bien sûr extrêmement difficile, délicat, parce qu'il y a de la souffrance psychique, bien sûr, pas seulement physique. Et dans ce contexte, le recours à la théorie des SpeechX, à la théorie des actes de parole est très intéressant. Mais en lisant ce chapitre, je pensais à une situation qui est la situation qui, au moins en Roumanie, est extrêmement... exaspérant, si je peux employer pour cette minorité qui nous ont vaccinés et tout ça. Il s'agit de tous ces adeptes des théories que, je ne sais pas, le vaccin, ça te donne de puces électroniques et 5G. Donc, toutes ces théories de la conspiration. Et je pensais, dans ces situations, si... on adresse les personnes qui propagent ce genre de fake news et de théories pour des raisons différentes. D'après mon avis, la raison principale, c'est d'ordre psychologique. C'est une compensation psychologique pour les gens qui ne comptent pas. Non? C'est un effet secondaire, c'est un byproduct de cet âge de la démocratie libérale. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce qu'on ne peut pas dire que ces gens veulent nous réduire au silence ou non. Ils veulent protéger la santé publique. Ils sont eux-mêmes des représentants de la biopolitique, pour parler comme Agamben et tout ça. Donc, comment réagir en cette situation? Bien sûr, on va continuer de donner la version des experts. Mais ils ne l'entendent pas dans leur boule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation où on peut parler d'une situation de nuisement, d'un danger public, non? C'est une question très intéressante. D'abord, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir relevé, en effet, tout ce développement sur le silence illocutionnaire, puisque c'était vraiment la chose que je voulais... philosophiquement, qui me paraissait la plus importante, d'une certaine manière, parce qu'elle donne son fondement philosophique au fond, à toutes les limites de la liberté d'expression. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, est-ce que je remplacerai volontiers, mais ça revient à la même chose, mais dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est plus approprié. Le critère de John Stuart Mill, on peut tout dire, sauf ce qui fait du tort à autrui, je le remplacerai volontiers, peut tout dire, sauf ce qui rend autrui incapable de parler et de répondre, d'une certaine manière. Tout ce qui ne silence pas autrui, au sens fondamental du terme. Et le silence illocutoire en français, puisque illocutionary silence,
c'était bien ce concept, c'était bien ce à quoi me servait ce concept. Alors, pour, en effet, tous ces mouvements conspirationnistes, bon, d'abord, beaucoup propagent des fausses nouvelles. Alors, les fausses nouvelles sont considérées comme, enfin, si c'est une lubie ou un fantasme que quelqu'un exprime, mais si c'est une organisation qui veut véritablement distordre la réalité et répandre des fausses nouvelles, ça, je ne sais pas ce qu'il en est en Roumanie, mais en France, la loi le punit. La diffusion délibérée de fausses nouvelles est considérée comme l'écoute d'opportunité. On ne punit pas effectivement, bien qu'on a une législation, mais je ne crois pas que la police suit ce genre de cas. Ça dépend. C'est considéré... Je parle de Roumanie, bien sûr. Ah, de la Roumanie, oui. Ouais. Oui, parce que voyez-vous, c'est quand même... le problème avec ces fausses nouvelles ou avec la libération de la parole aussi, c'est que c'est des usages du langage. Bon, quand ils sont tenus de temps en temps et par un petit groupe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand ils sont tenus régulièrement, quand ils sont pratiqués par un groupe important et de manière extrêmement répétée, cela finit par changer les normes de compréhension. Les normes, d'abord les normes de ce qui est admissible, les normes de ce qui est tolérable ou pas tolérable dans une société, et les normes de ce qui est des références de compréhension. Et ça peut directement atteindre d'une certaine manière la condition même d'une société civile. Alors évidemment, en dehors des fausses nouvelles, si vous voulez, le complotisme est difficile à identifier comme devant être puni. Mais derrière le complotisme, il y a quand même pas mal de manifestations qui sont des usages de la parole qui sont délictueux. Les fausses nouvelles, la provocation à la haine. Parce que vous pouvez dire, voilà, tout le mal vient de ce groupe social-là. Là, c'est clairement une provocation à la haine. Parce que la prochaine étape, c'est débarrassez-en-nous et ça ira mieux. Donc là, c'est quand même une forme classique de... Maintenant, le complotisme du genre, sur les vaccins, il y a plusieurs discours qui peuvent être tenus sur les vaccins. Les vaccins, ça sert à rien. Bon, ça, d'une certaine manière, c'est pas... Bon, c'est tout à fait déplorable, mais en revanche, les vaccins, ça sert à... ceux qui ont eu l'idée des vaccins et qui veulent faire vacciner tout le monde, c'est tel groupe qui veut prendre le pouvoir. Là, c'est différent. Donc je pense que face à ça, interdire les discours complotistes ou conspirationnistes, en général, ça me paraît absolument impraticable. Ça va créer des martyrs de la liberté d'expression, d'ailleurs à juste titre, on tombe dans les... Et ça va les réduire au silence avant même qu'ils aient parlé, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais en revanche, affiner à partir des catégories d'incrimination légales qui existent déjà, affiner pour essayer de pied à pied de traquer le plus grand nombre toutes les formes qui peuvent être éventuellement punissables en justice, ça oui. Mais encore faut-il se mobiliser, si vous voulez. On en revient à la question de la résistance. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'avenir de la liberté d'expression est entre nos mains, entre les mains des citoyens d'une certaine manière. Parce que par la résistance, alors chacun peut résister de façon... on peut résister sur les réseaux sociaux, puisque j'ai un chapitre qui est consacré aux réseaux sociaux. Il y a des groupes, dont je cite toutes les références, qui justement essaient de rétablir un véritable débat sur les réseaux sociaux. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que quand une opinion est très spectaculaire, très émotionnellement chargée, et souvent chargée de haine, elle est constamment retweetée ou relayée. Et pour finir, elle occupe à peu près tout l'espace. Et les opinions contradictoires
ne sont plus audibles. Donc il n'y a pas de véritable débat. Le débat est constamment faussé sur les réseaux sociaux. Il y a une hégémonie quasi automatique. Pourquoi? Parce que les algorithmes qui mettent en avant ces opinions qui sont les plus retweetées ou les plus relayées sont les algorithmes qui favorisent évidemment le plus de vues. Donc, mais il y a des groupes activistes justement qui interviennent de la même façon, qui ont créé des moyens qui rappellent qui réfutent à chaque fois, qui apportent des arguments et qui essaient en masse de les faire entendre au moins autant que les opinions les plus folles. Donc, si vous voulez, ça ce sont des ONG qui font ça ou des groupes qui veulent rétablir la liberté d'expression au sens d'un véritable débat non faussé, non distordu, non biaisé sur le web. Ça, c'est un mode de résistance. La résistance que peuvent faire les directeurs et directrices, les responsables d'institutions, parce que les grandes institutions, les universités, les bibliothèques, les musées sont des lieux de légitimation aussi. Quand un discours est admis dans une université, il est légitimé. Donc là, que les responsables des institutions soient vigilants au fait qu'il n'y ait pas de privation de parole pour ceux qu'on voudrait faire taire, pour ceux qui voudraient faire taire, mais qu'il n'y ait pas non plus d'instrumentalisation de l'institution pour légitimer des paroles complètement abusives. Ça, c'est un rôle très important. Je crois que les lieux institutionnels sont tout à fait décisifs. C'est un autre mode de résistance. Alors, il y a un autre mode de résistance, eh bien, c'est la moquerie, l'humour. Parce qu'on a parlé de choses très sérieuses jusqu'à présent, mais le combat, si je puis dire, se joue aussi chez les humoristes et chez les artistes. Est-ce que les humoristes peuvent faire des blagues à propos de tout? Pourtant, l'humoriste, il n'écrit pas un livre, il ne donne pas sa thèse. L'humoriste, il est là pour faire rire. Et évidemment, pour faire rire, il faut être toujours à la limite. Parce qu'on ne va pas faire rire de l'égalité entre les sexes, de la parfaite égalité entre tous. Ça fait rire personne, ces idées-là. Ce sont de très belles idées, mais elles ne font pas rire. Donc l'humoriste qui voudra faire rire son public, il faudra qu'il introduise des ambiguïtés, des ambivalences, des fêlures, des sous-entendus. C'est ça qui fait rire. Ah, mais si on le lui reproche, il n'y a plus d'humour. Mais il y a ces deux visages de l'humour. Ça, c'est le ridendo castigano, ça, c'est la partie éthique, disons, d'employer l'humour dans de divers contextes sociaux. Mais il y a aussi ce glissement possible de l'humour cruel aux paroles de haine que vous adressez aussi dans votre livre. À la parole de haine, hate speech. Donc, il y a des cas, vous donnez plusieurs exemples. Je me souviens de Charlie Hebdo, par exemple. Mais, par exemple, ça c'était il y a quelques années. C'était un autre cas transgressif. C'était Simona Halep emporte Roland Garros, la Roumaine. Et ils ont publié le dessin, c'est la couverture, avec Simona Halep en train de brandir le trophée et en criant « ferraille, ferraille ». Ouais. Et ça a provoqué, bien sûr, spécialement ici parce qu'il y a une majorité assez raciste, pour dire la vérité. Ils ne vont pas être confondus avec la minorité rom. Mais quand même, ça, c'était une situation il n'est pas clair quel aurait pu être l'effet bon. Donc, une espèce de rigolade, de dérision, non, pour une athlète à cause de son origine. Comment évoluer? Bien sûr, ça c'était pas une situation de criminaliser ou quelque chose, mais quand même, du point de vue éthique, ça c'est un cas à la limite. Pourquoi aurait avoir besoin de ce genre d'humour dans cette situation, non? D'abord, je pense qu'un humoriste, d'une certaine manière, il ne peut pas. Je ne pense pas qu'un humoriste n'écrit pas. Quand il fait un dessin, il n'énonce pas une thèse. D'ailleurs, il n'est même pas sûr qu'il soit d'accord avec ce qu'il fait. Simplement, il a trouvé quelque chose qui pouvait faire rire. Et vous avez raison, il y a évidemment une limite dans le rire. Hein.
Mais je pense que la première limite, on la trouve parce que en France, on a le cas d'un humoriste, d'ailleurs très talentueux, hein, qui a commencé sa carrière il y a une trentaine d'années. Au départ, il était très talentueux en tout cas, et ensuite il s'est spécialisé dans un antisémitisme forcené. Il s'appelle Dieudonné, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été condamné un nombre incalculable de fois par la justice. Là, il n'y a aucun doute. Les juges ne se sont pas posé la question de savoir si c'était de l'humour ou de la. Ben pourquoi? Alors, c'est pas une raison qui a été donnée en justice, hein, mais moi j'avance ma raison. Ben, tout simplement d'abord parce que l'humoriste, il faut qu'il fasse rire de tout. Quand il fait rire d'un seul sujet de manière monomaniaque, obsessionnelle, il n'est plus du tout un humoriste. Il est un militant qui se sert de l'humour. Il est un militant de la haine qui se sert de l'humour. Or, c'est clairement ce qu'est Dieudonné, si vous voulez. Il ne fait ces spectacles humoristiques ne parlent que des Juifs. Bon, toujours qui s'enrichissent avec la Shoah, complot mondial, etc. Tous les poncifs de l'antisémitisme plus ancien. Et d'ailleurs, quand on sort de ces spectacles et qu'on va dans la librairie, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est de la propagande antisémite. Tout ce qui est à vendre sont des objets antisémites. Donc là, le statement, il est là. Il n'est peut-être pas dans les spectacles, mais il est là. Et il est dans tous les articles et les interviews, les entretiens que Dieudonné a donnés partout où il proclame son antisémitisme. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, d'un autre humoriste français très connu, il y a probablement des Français dans la salle, comme Pierre Desproges. Pierre Desproges avait commencé un de ses sketchs disant on me dit que des Juifs sont entrés dans la salle. Alors quand on entend ça, on frémit quand même. Puis ensuite, il retourne complètement. Et le problème mais Pierre Desproges, lui, alors bon, peut-être que c'est pas des choses à dire et peut-être que c'est des choses qu'on pourrait plus dire aujourd'hui. Mais toujours est-il que nul ne peut taxer Pierre Desproges d'antisémitisme parce qu'il s'est clairement exprimé sur ce point. Donc, si vous voulez, l'humoriste ne peut pas être jugé simplement sur le dessin. Il y a tout un contexte, d'une certaine manière. Je citerai un exemple moins dramatique, qui est un exemple que je cite dans mon livre d'une jeune humoriste femme française qui s'appelle Blanche Gardin. Blanche Gardin, qui a eu le Molière de l'humour. Et lorsqu'elle a reçu son prix, le Molière de l'humour, c'est un prix qui récompense le meilleur humoriste de l'année. Et en France, nous avons une génération d'humoristes femmes extrêmement talentueuses aujourd'hui. Et Blanche Gardin a commencé son discours en disant « Merci beaucoup, je vous remercie tous pour ce Molière, mais franchement, j'ai pas de chance aujourd'hui. Hein. J'ai le Molière juste l'année où tout le monde se sent coupable de ne pas avoir promu de femmes. » Je vais vous citer parce que c'est quand même assez drôle. Hein. J'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle Fini de rigoler. Alors voilà, c'est de là que viennent tous ces exemples. Elle le dit avec beaucoup de... L'idée est la suivante, c'est qu'elle, d'une certaine façon, voilà, je le savais en même temps, je suis primée, mais je suis primée la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. C'est bien ma chance, hein. Uniquement en raison de la discrimination positive. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Le jour où j'ai appris n'a plus aucune valeur, comme un rebeu du 93 admis à Sciences Po. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'elle est anti-discrimination, anti-promotion d'égalité, avec pour promotion des femmes? Non, évidemment pas. Est-ce qu'elle elle trouve qu'on ne devrait pas avoir eu de tout ce mouvement MeToo? Non, évidemment pas. Mais elle se moque quand même. Et elle se moque de quoi? Mais elle se moque de tous ceux qui, dans la salle, se sont dit quand même, elle est formidable, Blanche Gardin. Puis ce serait tellement bien de mettre une femme en avant et de lui donner le Molière, de lui donner le prix cette année. Si vous voulez, l'humour exploite ça. L'humour exploite tout ce fond d'ambiguïté, d'ambivalence, inévitablement présent, même dans les meilleurs sentiments, même dans les meilleures intentions. L'hypocrisie. Oui, mais l'hypocrisie, mais voilà, l'hypocrisie. Chacun se l'est dit. Et puis, bon, le principal, ce sont les actes. Mais on ne peut pas dire, d'une certaine manière, l'humour racle un peu tout ce qui n'est pas très propre au fond d'un tiroir.
Et c'est pour ça que les personnes rient, parce qu'elles se reconnaissent un petit peu. Ça ne remet absolument pas en cause leurs convictions. Toutes les personnes qui avaient donné le prix à Blanche Gardin n'ont pas pu s'empêcher de rire, bien évidemment. Et ça, c'est... Bon, alors, chaque pays, chaque tradition nationale a, d'une certaine manière, sa tradition en humour. Il est vrai que l'humour français est assez méchant, et c'est un humour qui est toujours un peu réactionnaire. C'est pas un humour progressiste. Je cite là, quand on se reporte à l'affaire Dreyfus, les Dreyfusards étaient tout à fait remarquables par leurs arguments, mais les anti-Dreyfusards étaient remarquables par leurs caricatures. Il n'y avait des caricatures que du côté anti-Dreyfusard, pas du côté Dreyfusard. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est toujours mieux de faire rire à la limite du mal que dans le bien et dans le progrès. Tandis qu'en Roumanie... Donc ça, ce sont des choses, on ne peut pas nier la nature humaine. Il y a dans la nature, si les gens rient, c'est que manifestement, combien de fois il nous est arrivé de rire et de dire mais c'est vraiment pas drôle du tout, parce que évidemment on rit d'une blague sexiste ou d'une blague vraiment pas très recommandable. Mais voilà, bon, d'une certaine manière, les humoristes exploitent ça dans la marge qui leur reste. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des humoristes qui se retrouvent au tribunal à répondre de paroles de haine. Parce que souvent, il peut arriver que l'humour serve de déguisement, de couverture en quelque sorte, à des paroles qui sont clairement haineuses. Et en général, l'humoriste ne les prononce pas simplement dans ses sketchs d'humour, il les prononce partout dans le reste de sa vie. À propos de ça, du fait que chaque pays a une tradition en ce qui concerne l'humour, je pense à une expression, à Fatehaz de Nekaz, en Roumanie, c'est difficile à traduire, c'est-à-dire on rit de ceux qui nous arrivent du mal qui nous arrive, en fait, à propos de la différence culturelle en ce qui concerne ces traditions-là. Alors, pour prolonger un peu cet échange concernant la résistance, comment défendre la liberté d'expression, c'est aussi un aspect que vous développez dans votre livre. Et en fait, on défend la liberté d'expression en n'invoquant pas les idéologies et surtout une tonalité morale. On ne doit pas mobiliser une tonalité morale, en fait, pour justifier nos propos et surtout pour nous légitimer et délégitimer en fait les autres. Alors, pas de l'idéologie, pas de la tonalité morale. Selon vous, on peut défendre la liberté d'expression à travers l'existence, en essayant en fait de mobiliser un libre débat contradictoire, donc créer des espaces de débat contradictoires. Alors, la question est comment peut-on produire et surtout comment peut-on préserver ces espaces d'échange ouverts et en même temps qui garantissent en fait, disons, la liberté de tous et surtout la possibilité d'un débat contradictoire. Et vous utilisez une expression qui m'a intéressée, la liberté de l'expression en termes d'équilibre entre les capacités de parler. Comment, en fait, est-ce que vous pouvez développer sur cette définition de la liberté d'expression dans le cadre d'un espace et qui probablement est la condition de production d'un espace de débat contradictoire, d'un libre espace de débat contradictoire. Précisément, beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent dans ce débat vraiment passionnant allaient dans ce sens. Donc on est parti d'une forme quand même de rapport de force,
de volonté de conquête de l'hégémonie de la parole publique qui se fait de deux côtés que tout oppose, côté parole libérée et côté culture de la censure. Et évidemment, quels sont les moyens dont nous disposons pour sauver la liberté d'expression dans ce contexte? Eh bien, d'abord, c'est la justice, bien évidemment, qui, encore une fois, est la seule instance qui définisse des délits objectifs, caractérisés tant bien que mal. Je dis tant bien que mal parce que aujourd'hui, les personnes qui prononcent des propos de haine, je suppose que c'est la même chose en Roumanie qu'en France, évitent d'utiliser en tant que tels des termes clairement injurieux, parce qu'elles savent qu'elles vont se retrouver au tribunal. Donc, elles font des suggestions, elles se réfèrent à des stéréotypes, elles se réfèrent à des épisodes historiques ou culturels dont elles savent qu'immédiatement l'auditeur les mettra en rapport avec des contenus racistes. Je pourrais vous en donner des exemples. Toutes les personnes qui se retrouvent en justice aujourd'hui n'ont évidemment pas utilisé une injure raciale dans ce qu'elles avaient dit. Elles avaient simplement fait en sorte que l'auditeur l'interprète de cette façon-là. Donc la justice est en difficulté face à cette sophistication des propos. Mais il reste que la justice a le mérite de définir des délits avec des critères assez précis et encore une fois d'appliquer la même loi à tout le monde et de signaler très clairement ce qui n'est pas permissible en matière de langage. Mais encore une fois, la justice ne suffit pas. D'abord pour la raison que vous avez rappelée, c'est qu'elle peut indemniser ou réparer ou accorder des réparations ou punir, enfin à la personne qui a été injuriée, elle peut punir, sanctionner la personne qui a prononcé un propos injurieux. Mais la justice, à l'heure actuelle, en tout cas, elle ne rendra jamais la parole à celui qui a été privé de parole. Et d'une certaine manière, dans ce que je vois comme vertu essentielle de la liberté d'expression, au fond que je résumerai à une seule chose, que la conversation humaine continue, c'est-à-dire que nous ayons toujours quelque chose de différent à nous dire. Alors ça, c'est possible que s'il n'y a pas de censure sur les opinions. Et chacun peut exprimer ce qu'il veut, parce que dès qu'on se met à édicter des lois sur ce qui peut être dit et pas dit, eh bien la conversation s'appauvrit. Donc, à part les limites que j'ai rappelées tout à l'heure, à condition de les voir comme des limites sur l'expression qui précisément est destinée à faire taire autrui. Alors là, il n'y a plus d'opinion nouvelle, destinée à faire taire autrui. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je refuse toute forme de censure, d'une certaine manière, sauf des opinions en question, pour que cet équilibre dans la capacité de parler puisse prendre une réalité concrète. Et pour moi, à la limite, le souci, c'est de punir ceux qui abusent du langage, bien sûr, parce que cela a des effets dramatiques sur les individus qui sont injuriés ou même sur les normes communes, mais aussi de chercher à rendre la parole à ceux qu'on a fait taire, alors que ce qu'ils avaient à dire était une opinion sans doute choquante, sans doute transgressive, qui ne tombe pas sur le coup de la loi, mais qui ne tombe pas sur le coup de la loi et qui ont été réduits au silence. Et je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Même s'il n'y a aucune raison d'accepter ce qu'ils disent. Il faut le critiquer, il faut le réfuter si on n'est pas d'accord, mais pas le faire taire. Donc d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas, même les opinions les plus scandaleuses peuvent avoir un effet positif. Elles peuvent amener tout de même à améliorer les arguments de ce qu'on défend et de ses propres convictions. Elles peuvent amener à voir les choses de manière un peu plus complexe. Et parfois, elles peuvent amener aussi à être un peu plus lucides sur les raisons de ses propres convictions. C'est pour ça que j'ai cherché à comparer, au fond,
ce que je considère comme un rapport de force aujourd'hui, avec des volontés d'emprise et d'hégémonie sur la parole publique et sur la nécessité de rétablir un débat ouvert. J'ai pris comme modèle intellectuel de référence le droit de la guerre, c'est-à-dire la grande distinction qui est établie dans toute la tradition du droit de la guerre, de la morale de la guerre depuis l'Antiquité, entre le ius ad bellum, les raisons de faire la guerre et les moyens de la faire. Et j'insiste beaucoup sur le fait que on ne peut pas incriminer autant tout ce qui touche aux normes communes, à ce qui permet qu'on vive ensemble, c'est-à-dire le droit de parole reconnu à chacun, et tout ce qui fait l'armature normative de nos sociétés doit être protégé, et les usages de la parole qui le détruisent doivent être punis. En revanche, j'admets assez mal qu'on reproche ou on pénalise ou on supprime des expressions qui ont trait aux valeurs. Pour moi, la liberté d'expression doit être limitée par tout ce qui doit s'arrêter là où il s'agit de violation des normes communes. Mais en revanche, les valeurs, c'est très difficile de se mettre d'accord sur des valeurs. Chacun donne l'interprétation qu'il donne à certaines choses. Certains penseront que le voile que portent les femmes musulmanes est un signe de la liberté des femmes. D'autres penseront que le voile que porte une femme musulmane est une oppression, sa famille, n'hésitant pas à considérer qu'ils sont mieux placés que la femme musulmane pour définir ce qu'est sa liberté. Si vous voulez, les uns et les autres seront d'accord sur le fait que si on force une femme à porter le voile, il faut absolument intervenir, ça c'est certain. C'est pas une chose que l'on peut permettre. Mais quant à savoir ce que signifie le port du voile pour une femme musulmane et quelle valeur ça incarne, une valeur de soumission, une valeur de liberté, qui peut trancher? Là, je ne parle pas du tout de mon point de vue personnel, hein, mais vous voulez, chacun vit sa liberté comme il l'entend, dans le cadre qui est défini par les normes communes et par la loi. Et qui peut dire, mais non, c'est pas une vraie liberté, celle que vous manifestez comme cela. La loi n'interdit pas de porter le voile, donc. À propos des pénalistes dont vous mentionnez, est-ce que les professionnels, je ne sais pas en France la situation, mais je me pose la question, est-ce que les professionnels de la justice, du milieu judiciaire, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'en fait ils suivent les débats philosophiques, les débats publics concernant la liberté d'expression? Ça serait intéressant. Je ne sens pas trop, mais après mon livre, j'ai été contactée par beaucoup de groupes de juristes, justement, qui m'ont demandé de venir discuter avec eux. Oui, ben, j'espère que ça aura un effet. Parce que, évidemment, je pourrais vous citer des exemples. Hein. Ils sont assez... regardez, un essayiste français dit, par exemple, il y a 2 ans, dit, je vais vous citer textuellement ses propos, dit une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c'est 3 noyés en moins en Méditerranée, et c'est de nombreuses économies pour l'assurance maladie, etc. Donc beaucoup de personnes ont jugé ce propos tout à fait raciste et ont porté plainte pour racisme, pour injure raciale. Les juges, ils se retrouvent face à une expression où il n'y a aucun terme injurieux, où il est question de réfugiés, il est question de boîtes de préservatifs, de noyés, de déficit de l'assurance maladie. Il n'y a rien d'injurieux là-dedans. Mais l'auteur des propos savait très bien que l'auditeur ferait un rapport. Bon, ouais. Donc, pour finir, en première instance en tout cas, et le jugement, la décision de justice est tombée il y a 3 mois, il a été relaxé, c'est-à-dire les juges ont considéré que ce n'était pas un propos raciste. Quelques années avant, le très fameux parfumeur, je ne sais pas si vous connaissez les parfums Guerlain,
C'est une grande marque de parfum français. Donc Jean-Paul Guerlain déclare: « Pour une fois, je me suis mise à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. » C'est jugé être un propos raciste, il se retrouve au tribunal. Et là, les juges le condamnent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le mot nègre, tout simplement? Mais à la limite, c'est tellement banal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui dit Jean-Paul Guerlain, si vous voulez, c'est pas, il n'y a pas de préméditation et de délibération et d'expression à intention raciste travaillée, comme c'était le cas du premier exemple. Mais les juges, là, l'ont condamné. Donc, voyez-vous, le grand public qui entend ça se dit, mais c'est arbitraire. Pourquoi on relaxe dans un cas et on condamne dans l'autre? Alors, c'est pour ça qu'il faut en arriver. L'incrimination injure raciale, elle est très commode, mais son application, étant donné la sophistication de ceux qui ont un programme de diffusion d'idées racistes et qui raffinent, rendent très sophistiquée l'expression de leurs convictions, les juges souvent sont totalement démunis, ils ne savent pas comment juger. Et avec le risque que leur jugement paraisse arbitraire. Oui, oui. J'ai lu la fin de votre livre, pas seulement comme un plaidoirie pour le renouvellement du cadre normatif, particulièrement dans le cas des réseaux sociaux, mais aussi comme plaidoirie pour sagesse pratique, pour nuance, pour cet héritage aristotélicien, disons, d'avoir bon sens et d'apprécier, d'avoir des jugements en circonstances, et de voir en circonstances. Et ça me semble extrêmement important, vital pour sauver la liberté d'expression, parce que d'ailleurs, c'est une aporie, non? On voit. On bascule en permanence entre ce genre. Vous argumentez si bien. Non, le discours raciste n'est jamais vu par ces locuteurs comme simplement une expression d'opinion. Non. Le discours raciste est toujours weaponized, comme on dit en anglais. C'est toujours une arme. Donc, il faut lutter contre ça. Parce que sous le silence, ça n'existe pas de ligue d'opinion. Non, c'est inventer des moyens insidieux pour avoir ces effets perlocuteurs, disons. Non? Donc, il faut combattre. Et l'autre côté, comme vous citez Tocqueville, non? Vous étiez parti des abus de la liberté, je vous retrouve sous les pieds d'un despote, non? C'est ça. Et il est tellement grave si le despote est un chef d'État, mais il est extrêmement grave, d'après mon avis, si le despote est le CEO de Facebook ou de Twitter, par exemple. Le rapprochement avec Aristote de vous me touche beaucoup, mais en effet, c'est ça le problème. C'est qu'on a tendance à considérer aujourd'hui que, alors que la liberté d'expression, et John Stuart Mill a été le premier avec une extraordinaire acuité à définir le problème en ces termes, le principal ennemi de la liberté d'expression, disons jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans beaucoup d'États, même les États libéraux, c'était l'État. C'était l'État, la puissance étatique. Et puis, après les lois qui ont réglementé la liberté d'expression, qui ont limité la liberté d'expression à la fin du XIXe siècle dans la plupart des pays, au fond, l'État s'est retrouvé en protecteur de la liberté d'expression. Dans les lois françaises, ce qu'on appelle les lois de la presse de 1881, c'est très clair. L'ambition est à la fois de punir les excès de la liberté d'expression, mais par ailleurs de protéger la liberté d'expression. Donc progressivement, comme Mill l'avait anticipé, le principal ennemi de la liberté d'expression est devenu la société, c'est-à-dire des groupes activistes au sein de la société ou des grandes entreprises comme Facebook qui s'en prennent
qui veulent imposer une opinion dominante, qu'elle soit réactionnaire ou progressiste, qui veulent l'imposer à tout le monde. Des groupes qui veulent imposer ces opinions à tout le monde. Et il est vrai que l'État apparaît plutôt, avec la loi, je rattache à l'État l'institution judiciaire, apparaît plutôt comme un défenseur de la liberté d'expression. Alors beaucoup, en France en tout cas, où on est très étatiste, on fait une très grande confiance à l'État, beaucoup disent, bon, mais tant qu'on a l'État, il n'y a pas de problème. Protège la liberté d'expression de toutes les pressions et intimidations qu'exercent les différents acteurs sociaux, qu'il s'agit d'entreprises privées ou autres. Mais c'est une illusion à mes yeux. On le voit bien, l'État ne peut pas être indifférent aux demandes de la société. Surtout les États d'aujourd'hui, les gouvernants d'aujourd'hui, qui consacrent une attention considérable, l'essentiel peut-être même de leur temps de réflexion disponible, à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes et à leur communication. Donc les pouvoirs publics ne peuvent pas sont toujours un petit peu à la traîne quand même des mouvements de société. C'était pas le cas autrefois, mais la manière de gouverner les peuples dans les démocraties libérales contemporaines est quand même de voir quel effet ça a dans l'opinion. Et si l'opinion n'est pas contente du tout, de reculer, même de la part de l'État, qui a pourtant une marge d'action considérable, la résistance dont je faisais l'éloge tout à l'heure n'est pas une chose évidente. C'est au prix de la popularité, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Donc, on ne peut plus se limiter à dire l'État continuera à protéger la liberté d'expression. Et même les juges, parfois, ne sont pas totalement indépendants et insensibles au mouvement d'opinion. Donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas ignorer. Une juste, comme disait Raymond Aron, pessimisme dans le diagnostic et optimisme dans l'action. Alors, y a-t-il un espoir? Puisqu'on ressent dans vos propos, à la fin du livre en tout cas, une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que d'une part, vous considérez que ceux qui essaient en fait de sauver la liberté d'expression en fait ne trouvent pas d'écho parmi ceux qui essayent de définir le tolérable et l'intolérable, d'une part. De même, vous considérez que ceux qui essayent de sauver la liberté d'expression peuvent devenir eux-mêmes une cible. Et vous alertez, en fait. D'autre part, en même temps, vous considérez que l'engagement, c'est essentiel, finalement. Que ce soit l'engagement de chacun d'entre nous, que ce soit l'engagement au niveau organisationnel, institutionnel, etc. Donc, j'ai vu je saisis une sorte d'ambiguïté dans ce propos. Y a-t-il un espoir et comment vous... Je ne parlerai même pas d'espoir, mais je dirais il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Rien d'autre à faire, quels que soient les résultats. Avec évidemment, mais je suis optimiste de tempérament, ouais. Donc je pense que. Mais surtout ne pas disqualifier les opinions des autres. En France, nous avons des courants qui caricaturent cette cancel culture, qui sont extrêmement critiques, hostiles. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, à mon sens. C'est refuser, ne pas se laisser faire, résister, mais en ouvrant le dialogue à chaque fois, parce que vous voulez, essayer de montrer que, d'une certaine manière, dans la plupart des cas, les causes sont communes et mais qu'on ne peut pas se laisser imposer, et les valeurs, les références normatives fondamentales sont communes, mais qu'il y a un espace de divergence qui doit être absolument accepté par tous. Donc, si vous voulez,
il faut échapper à la guerre de tous contre tous. Il faut essayer de maintenir, tout en marquant fermement sa position et en faisant comprendre qu'on ne cédera pas, qu'on ne privera pas de parole, essayer de maintenir un discours en apportant des éléments. Voilà, mais encore une fois, est-ce que ça ne marchera pas auprès de ceux qui sont vraiment des militants engagés dans une sorte de combat politique? Mais ça aura certainement un effet sur des personnes qui suivent, sans trop savoir pourquoi elles suivent. Et je l'espère, en tout cas. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Autant le faire. Merci. Alors, je vous propose, merci encore une fois pour vos propos, pour avoir accepté cette invitation. Je vous propose d'achever ici notre débat. Merci encore une fois, Madame Cantos-Perber. Merci encore une fois, Christiane Yves-Taudet. Nous remercions en fait à l'Institut français pour avoir organisé cet événement. Je le répète, quelques mois après que ce livre Sauver la liberté d'expression a été publié en France. Nous vous remercions à tous pour votre présence. Je vous remercie aussi pour la lecture que vous avez faite de ce livre et pour vos questions. C'était une conversation passionnante. Merci infiniment. Merci.